Bonjour à tous et bienvenue. Je vais donner aux gens le temps d'entrer. On va commencer dans environ 1 minute et regardez si vous vous joignez à nous en français. Il y a un service d'une ligne de conférence française et on vous demande de vous y joindre pour entendre la présentation en français. Et très bientôt, on va commencer. Et avant de commencer, je peux demander à tout le monde, s'il vous plaît, qui ne parle pas, de bien vouloir se mettre en sourdine. Mettez le mute pour qu'on puisse vérifier l'audio parce qu'on va enregistrer cette séance. Alors, tout le monde doit se mettre maintenant sur la sourdine. Formidable. Alors, il semble qu'on a plusieurs personnes qui se sont connectées à l'appel. C'est mon plaisir maintenant de commencer. Je m'appelle Antonella et je suis la directrice exécutive du Réseau canadien du psoriasis, le RCP. Et nous sommes très enthousiastes. Nous vous remercions de vous être joints à nous ce soir pour notre conférence sur la psoriasis et la santé mentale. Pour ceux parmi vous qui sont nouveaux, le Réseau canadien sur le psoriasis, c'est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des personnes et des familles au Canada touchées par le psoriasis et de l'arthrite psoriasis. Et nous y parvenons en partie grâce à des événements éducatifs comme celui-ci où on fait de la sensibilisation sur des sujets qui sont importants pour notre communauté. Le webinaire d'aujourd'hui, je voulais vous l'indiquer, fait partie d'une série qui a commencé en septembre. C'est sur certains sujets importants que vous voyez ici à l'écran. Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous pour l'événement sur la COVID-19 ou l'événement psoriasis et régime alimentaire, c'est enregistré en français et en anglais sur notre site web. Je vous invite d'aller les regarder à votre convenance quand ça fera votre affaire. Et avant que je continue, je veux rappeler aux gens que l'événement de ce soir sera aussi enregistré, de sorte que tous nos participants sur la ligne anglaise ont été automatiquement mis en sourdine. Et on demande à tout le monde sur la ligne française de bien vouloir vous assurer que vous mettez en sourdine le webinaire pour qu'on puisse bien entendre la ligne française. Et aussi, pour ce soir, nous avons beaucoup de personnes enregistrées. Nous avons pris certaines questions à l'avance pour nos présentatrices ce soir. Alors, on va examiner certaines questions ensemble, mais si vous avez des questions auxquelles il n'y a pas de réponse pendant la présentation ou dans les questions préétablies, je vous invite de nous l'envoyer par courriel. Vous avez nos coordonnées par l'information qui est donnée sur cet événement et envoyez vos questions. On va faire de notre mieux pour faire un suivi par la suite par des communications courriels et aussi on va mettre les questions-réponses sur le site web en même temps que l'enregistrement. Merci beaucoup de vous être joints à nous. J'aimerais maintenant vous donner quelques points avant de sauter directement dans la raison pour laquelle on fait cet événement particulier. Alors, on a choisi le sujet de COVID-19, régime alimentaire et santé mentale parce que ce sont des choses qui préoccupent dans notre communauté, particulièrement maintenant. Et en fait, on sait, et il est bien établi en fait, nos présentatrices vont en parler d'ailleurs, que la santé mentale, comme la question de l'anxiété, par exemple, et la dépression, est rehaussée chez les personnes qui ont des conditions chroniques comme le psoriasis et l'arthrite psoriasique. Alors, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Depuis quelques mois, tout le monde a subi beaucoup de stress et c'est une considération pour les gens qui ont le psoriasis, qui ont des questions quant aux soins, des questions sur la pandémie, le virus. Alors, les gens ont... l'anxiété peut être rehaussée actuellement. C'est pour ça que c'est un sujet si important maintenant. Et on a fait un sondage et plusieurs parmi vous ont pu contribuer à ce sondage où on a demandé aux gens quel est l'impact de la pandémie sur leur expérience du psoriasis. Et une des choses clés que nous avons entendues de la part d'une personne sur deux, ils nous ont dit que leur santé mentale avait empiré ou empiré beaucoup même. Alors, c'est un domaine de préoccupation et on va avoir une section sur notre site web
qu'on a mis là à cause de la pandémie, parce que je pense que c'est important en tout temps. Vous pouvez aller voir ça à tout moment sur notre site web cpn-rcp.com. J'ai quelques instructions avant de passer la parole à nos présentatrices ce soir, que je remercie d'ailleurs. Comme tous nos webinaires et tous nos cours en ligne, l'information de cette présentation est d'ordre général. Et toute question personnelle et préoccupations personnelles, expliquant les risques et les bénéfices de certaines santé mentale précises qui vous affectent, devraient être discutées avec votre médecin ou votre dermatologue pour déterminer ce qui est mieux dans votre cas particulier. Et l'information partagée par nos présentatrices sont ici pour fournir une perspective générale et non une expertise médicale, comme toutes nos présentations d'ailleurs. J'aimerais aussi reconnaître tous nos commanditaires, MPM Fabra. Avec leur soutien, nous avons pu réaliser ce webinaire. Parce qu'il y a certaines mentions de traitement ce soir, je dois reconnaître que les commanditaires du webinaire n'appuient aucune médication qui soit donnée sans qu'il y ait de prescription correspondant aux monographies de produits. Et les présentatrices qui choisissent de parler à propos d'utilisation non approuvée des produits doivent en informer l'audience. Avant de passer la parole au docteur Anne Walia, je veux remercier à tous d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour sauter dans ce sujet si important. J'aimerais la remercier beaucoup parce qu'on a beaucoup de connaissances ici. Je suis très, très emballé d'entendre nos présentatrices et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre première conférencière, la docteure Renita Aloualia. La docteure Aloualia a poursuivi ses études de premier cycle dans sa ville natale de Winnipeg. Elle a eu un baccalauréat un baccalauréat SR en baccalauréat sciences de l'Université de Manitoba. Ensuite, elle a étudié la médecine à l'Université de Toronto, où elle a complété une résidence en dermatologie en 2013. Elle est maintenant résidence en chef même pendant sa année finale. Elle a fait des présentations à des réunions nationales et internationales et a reçu de nombreux prix en tant que championne des conférences publiques. Elle est une avocate pour la santé, une incroyable source de connaissances pour toute une variété de questions dermatologiques. Et je peux attester du fait que la docteure Aloualia est un grand soutien pour l'organisation. Elle nous a donné en particulier une étude de fondation sur le psoriasis et nous a amené à avoir des conversations sur la santé mentale spécifiquement. Alors, merci beaucoup, docteur Aloualia, d'être ici et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Antonella. Merci beaucoup de m'avoir invité ici ce soir. Et Antonella, comme elle l'a dit, je suis dermatologue. En fait, je travaille dans plusieurs communautés. Je viens d'ouvrir une nouvelle clinique qui s'appelle dans la Canadian Dermatologic Sector, qui est à côté des magasins à Don Mills à Toronto. Et c'est une clinique de psoriasis que nous avons là-bas. Alors, nous avons une clinique qui se spécialise, qui est dédiée au psoriasis et on en est très fiers. Et je travaille aussi dans un hôpital du centre-ville de Toronto. J'ai toute une vaste gamme de pratiques également. Aujourd'hui, nous allons parler d'une conférence qui s'appelle « Comprendre le psoriasis » et se concentrer sur les questions de santé mentale. Donc, voici mes déclarations, mes divulgations de conflits d'intérêts. Je travaille avec beaucoup de compagnies qui font des médicaments pour le psoriasis. Alors, l'objectif d'aujourd'hui sont les suivants. Nous allons donner un aperçu de la maladie, d'abord, les causes. Nous allons examiner les diagnostics et la gravité. On va passer aux options thérapeutiques et on va parler des comorbidités en se concentrant sur la santé mentale. Alors, examinons le psoriasis. D'abord, la prévalence. La prévalence au Canada est estimée à environ 2,5 c'est égal entre un nombre égal de femmes et d'hommes atteints, et ce chiffre augmente, en fait. C'est probablement en raison du vieillissement de la population, la croissance démographique et l'augmentation de l'espérance de vie. C'est une des maladies les plus courantes que je vois tous les jours en tant que dermatologue. Il y a deux types d'apparitions. Il y a certaines personnes qui l'ont tôt dans la vie, c'est vers 20-30 ans, et le reste, c'est un pic secondaire qui va se produire généralement vers l'âge de 50 ans ou 60 ans. Mais c'est un plus petit pic, c'est un plus petit groupe. Le psoriasis est une maladie chronique. À long terme, il y a quelques caractéristiques qui définissent le psoriasis. Le psoriasis est une maladie chronique, c'est une maladie récurrente aussi. Ça veut dire que vos épisodes, ça peut disparaître par certains moments et ça revient. Mais c'est une maladie aussi inflammatoire. Et on sait que l'inflammation de la peau, l'inflammation dans le corps et l'inflammation dans tout l'organisme
l'inflammation du corps peut causer une inflammation de la peau et vice-versa. Quand vous regardez des images côte à côte d'une personne qui a la psoriasis et d'un groupe témoin qui n'a pas de psoriasis, vous voyez l'inflammation dans la aorte, dans le foie, dans les vaisseaux sanguins, dans les articulations et dans la peau. Alors, une des choses que j'insiste toujours pour dire à mes patients, c'est que le psoriasis est plus que juste une maladie de la peau. Il y a beaucoup de comorbidités. Et vous savez, cette image ici ne montre pas tout, mais on voit le cerveau, mais c'est aussi une inflammation du cerveau. Et nous savons que dans le psoriasis, une des interleukines est élevée, un des médiateurs inflammatoires est élevé. C'est le TNF-alpha. Hein? On sait qu'il y a une surproduction de TNF-alpha, ce facteur de nécrose tumorale alpha. On détecte des niveaux élevés de TNF-alpha dans le cerveau. Et ces niveaux élevés de TNF-alpha sont associés à la dépression, l'anxiété et à la maladie bipolaire. Et il y a certaines recherches sur certains médicaments que nous utilisons pour traiter la psoriasis, qui sont des inhibiteurs du TNF-alpha. Il y a des recherches pour ces autres maladies aussi. J'aime toujours revenir à cette diapositive. On aime toujours expliquer un peu les différents types de psoriasis. On aime expliquer ça aux membres de la famille. D'abord, il faut dire que ce n'est pas contagieux. Vous savez que ce n'est pas contagieux. Les gens qui l'ont le savent, mais ils s'inquiètent, ils veulent protéger les autres personnes. C'est un des messages qu'on essaie de répéter constamment chaque fois qu'on a un événement public. Ce n'est pas contagieux. Et donc, ça ne peut pas être transmis d'une personne à l'autre. Il y a différents types de psoriasis. Le psoriasis en gouttes. Le psoriasis en gouttes, ça arrive souvent chez les patients plus jeunes, qui se produit souvent après des périodes de stress. Ça peut être une maladie et souvent après une infection au streptocoque, mais ça peut se produire avec n'importe quelle sorte de stress. Et les gens qui ont le psoriasis en gouttes ont ces petites plaques en forme de gouttes là, qui couvrent le corps souvent et ça a tendance à disparaître rapidement. Ça arrive rapidement aussi. Et certaines personnes vont aller avoir ensuite le psoriasis en plaques. Ça, c'est 90% des patients de psoriasis qui ont ce psoriasis en plaques. Et ce sont des plaques assez épaisses sur différentes zones du corps. Il peut y avoir une grande variété de gravité. Ça peut être de très léger et ça peut couvrir jusqu'à tout le corps. Et lorsque ça couvre pratiquement tout le corps avec des plaques rouges, c'est là qu'on appelle ça un psoriasis érythrodermique. Le psoriasis inversé affecte les plis du corps. Et souvent, c'est brillant et doux. Les gens disent, on pense que c'est une infection fongique ou une infection à levure, mais c'est plutôt un psoriasis qui se fait confondre souvent avec ces autres maladies. Et finalement, il y a le psoriasis pustuleux, qui peut être assez grave, une forme de psoriasis lorsqu'il couvre tout le corps, ça peut être grave, et ça peut arriver très rapidement. Souvent, on voit des pustules sur les paumes et la plante des pieds, et les gens pensent que le psoriasis pustuleux pourrait être une entité différente, mais ça répond au traitement du psoriasis, mais c'est tout à fait spécial, ça a besoin c'est un cas unique. Alors, on a regardé beaucoup de choses sur le psoriasis en plaques. Ça vous montre les différentes plaques qu'on peut observer en psoriasis. C'est la forme la plus fréquente de psoriasis et c'est caractérisé par des lésions épaisses avec du rouge. Et quelquefois, ça peut saigner si on gratte, si on enlève les plaques. Et c'est assez douloureux et ça démange. Ce qu'on fait en résidence en dermatologie, c'est que les patients qui ont le psoriasis sont traités un petit peu comme des patients qui ont de l'édème. C'est un des facteurs différentiels. Mais ce que je constate dans ma pratique clinique et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ce n'est pas vrai. Beaucoup de personnes psoriatiques ont beaucoup de démangeaisons, et souvent la nuit, et ça peut mener à une qualité de sommeil diminuée et une qualité de vie diminuée. Alors, c'est toujours quelque chose à quoi il faut faire attention.
Alors, une des choses qu'on doit regarder pour comprendre le psoriasis, c'est que d'habitude, les cellules de la peau se renouvellent à tous les 28 jours. Mais ce qui arrive dans le psoriasis, c'est que les cellules de la peau se remplacent à tous les 3 à 5 jours, donc beaucoup plus rapidement. Donc, chez une personne normale, ce processus de renouvellement des cellules est lent, mais dans le psoriasis, les cellules se divisent beaucoup plus vite que les cellules cutanées normales, ce qui mène à ces plaques. Alors, il y a 3 choses principales qui mènent au psoriasis. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est prédisposé génétiquement, qui ont le gène pour développer cela. Ensuite, il y a un déclencheur environnemental ou un événement. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une infection, ça peut être un stresseur personnel, ça peut être un stresseur environnemental, ça peut être une infection. En fait, ça peut être presque n'importe quoi. Et à ce moment-là, quelqu'un qui a les gènes, qui le prédispose et qui a la bonne exposition, ça va mener à une inflammation. Ça, c'est la marque principale du psoriasis. Et à ce moment-là, vous avez les cellules inflammatoires qui commencent à proliférer et qui mènent à plus de marqueurs inflammatoires qui commencent à être libérés. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on sait ce que sont ces marqueurs inflammatoires dans les voies métaboliques et on peut cibler nos traitements pour traiter ces voies métaboliques où se trouvent les cellules inflammatoires. Et c'est une des façons dont on traite cette maladie. Alors, sautons un peu plus en profondeur maintenant. Alors, juste pour répéter ici, il y a des facteurs génétiques. On sait qu'il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés comme étant impliqués. Si vos 2 parents ont le psoriasis, il y a 80% de probabilité que vous aurez le psoriasis et environ 30% des patients atteints de psoriasis ont un parent du 1er degré qui a également la maladie. Et alors, ce sont des lymphocytes T. On sait que les lymphocytes T jouent un rôle très important et ça mène à la libération de marqueurs inflammatoires, les différentes interleukines, le TNF-alpha, le IL-23-17. Et il y a aussi les facteurs environnementaux dont on a parlé. Hein? Ça peut être presque n'importe quoi. Et la question que les gens posent souvent, c'est qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi j'ai ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose que je mange dans mon régime alimentaire que je peux changer? Et c'est sûr que il y a des facteurs, on peut modifier le style de vie, essayer de faire face aux aspects environnementaux. Les aspects génétiques, ça ne peut pas être altéré. Alors souvent, les gens qui ont le psoriasis ont besoin d'intervention médicale d'une forme ou d'une autre. Alors, comment est-ce qu'on fait un diagnostic de psoriasis et comment on évalue sa gravité? Alors, quand je regarde quelqu'un, on regarde toujours une personne comme un individu quand il a le psoriasis. Une des choses qu'on regarde, c'est la surface affectée sur le corps, sur le score PASI. Le score PASI, c'est un score de 1 à 72 qui regarde le corps à différents endroits et combien de psoriasis il y a sur cet indice PASI. C'est assez standardisé et ça aide à avoir une idée à quel point le psoriasis est grave ou pas. Mais quelquefois, les patients ont très peu de surface du corps touchée ou un faible score PASI, mais l'impact sur leur vie peut être très, très profond. Et ça peut être pour différentes raisons. Par exemple, il y a des gens qui réagissent différemment à d'autres. Ça a l'air d'une petite surface, mais c'est une zone privée ou une zone très visible ou une zone qui fait que les gens sont gênés. Quelquefois, les gens qui ont ça sur les mains et les gens trouvent que c'est difficile de marcher, faire leurs activités de tous les jours. Alors, c'est très utile de parler ici de la qualité de vie avec les patients. On a un indice LQI, c'est un questionnaire que j'utilise beaucoup sur les vies quotidiennes. Il y a 36 questions. Ça vous aide à évaluer l'impact sur la qualité de vie de la personne. Et quelquefois, on se dit, si vous avez moins de 3 de la surface corporelle, c'est une maladie légère. Il y a moins de 3 de votre surface corporelle. Mais moi, j'aime pas ça évaluer les gens comme ça. Parce que quelquefois, les gens qui sont pleins de psoriasis, ils sont très graves d'un point de vue médical, mais je dois les convaincre de se faire traiter parce qu'ils sont tellement habitués à vivre avec ça qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres options. Mais d'autre part, il y a des gens qui ont de
toute petite surface corporelle couverte, mais ils veulent des traitements très agressifs. Alors, il s'agit de travailler avec le patient pour concevoir la meilleure solution pour le patient. Et on est chanceux actuellement qu'il y a tellement de traitements, tellement d'options thérapeutiques pour le psoriasis. Maintenant, sautons plus en profondeur chez les options de traitement. Tous ces facteurs différents, le type de psoriasis, la surface couverte, l'impact sur la qualité de vie, ce que fait le patient, quel est son âge, c'est un gros point aussi. La grossesse, on ne peut pas faire certains traitements quand la personne est enceinte. Et une chose qui est difficile quelquefois, c'est se permettre certains traitements qui peuvent être assez coûteux quelquefois. Alors, il n'y a pas toujours couverture des médicaments les meilleurs. Ça élimine certaines possibilités d'éliminer la maladie. Et il y a beaucoup de défis pour surmonter, beaucoup de difficultés à surmonter, beaucoup de facteurs à considérer quand on veut choisir un traitement. Et dans ma pratique, on commence à espérer, on passe sur un nouveau traitement et ça ne fait pas de différence encore, ça ne fait pas la différence que vous désirez. Et souvent, on saute d'un traitement à l'autre et les gens deviennent souvent découragés. Et pour les traitements topiques, des fois, c'est difficile à utiliser parce qu'ils n'aiment pas comment ils se sentent sur la peau. Je te dis, est-ce que vous voulez une crème blanche ou préférez-vous un onguent comme de la vaseline? Il y a toutes sortes de traitements topiques, d'huile ou d'onguent. Mais c'est à vous à choisir ce que vous voulez utiliser. Mais si vous n'aimez pas le traitement qu'on vous prescrit, vous ne l'utiliserez pas. Et alors, c'est une chose à considérer quand on prescrit un médicament topique. Donc, si vous voyez votre dermatologue, c'est très, très important de discuter certains points ici. D'abord, quel genre de psoriasis avez-vous? On a parlé des différents types et vous savez probablement, là, sur ces images et par expérience personnelle, vous savez, c'est bon d'avoir une certaine rassurance parce qu'ils vont pouvoir vous guider sur les options de traitement qui seraient les plus appropriées pour vous. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de ressources sur le web qui sont très importantes aussi. La plupart des compagnies qui fabriquent les produits biologiques ont de très bonne information non biaisée sur leur site au sujet du psoriasis en général et ont de l'information spécifique sur leurs médicaments. Et on a beaucoup de brochures aussi qu'on peut donner également dans notre clinique. Et maintenant, comment on peut approcher les différentes choses qu'on peut faire pour mieux prendre en charge le psoriasis? Alors, quand je regarde mes patients, je leur demande toujours quel genre de mode de vie ils veulent mener. Et je regarde un peu le style de vie, je regarde le genre de médicaments topiques qu'on peut donner selon leurs réponses. Et il y a une autre option qui est la photothérapie. Et ensuite, on a traitement conventionnel de médicaments utilisés à long terme comme le méthotrexate, la cystrétine, la cyclosporine, la prémilaste. Des fois, les gens doivent aller sur ces traitements d'abord avant d'avoir accès aux nouvelles molécules plus avant-garde. Il y a une petite molécule qui s'appelle Ocasula, qui est un inhibiteur c'est un médicament oral. Il y a tous les produits biologiques. On a tellement de ces médicaments biologiques pour le psoriasis actuellement. Il y a 4 inhibiteurs du TNF-alpha qui ont été approuvés pour le psoriasis. Il y a un inhibiteur de l'IO23 qui a été approuvé. Il y a 3 pour le IL-17 et maintenant, il y a 2 inhibiteurs du IL-23. Alors, c'est un des domaines les plus actifs en dermatologie et en immunologie dans la recherche. Les gens ont de très, très bons taux d'élimination de leur psoriasis. Alors, qu'est-ce que je peux attendre? Est-ce que ma peau peut être complètement clarifiée? Écoutez, c'est difficile d'éliminer toutes les plaques pour toujours. Les résultats qu'on voit même dans les cas les plus graves sont stupéfiants, en fait. Beaucoup de mes patients très sévères en ont presque plus de plaques à cause de ces excellents médicaments biologiques. Alors que certains de mes patients plus âgés qui prennent des médicaments topiques ont encore un peu de difficulté, plus de difficulté, parce qu'ils doivent toujours appliquer leur onguent, leur crème tous les jours. Et
il y a différents traitements qui existent et certains fonctionnent rapidement, d'autres fonctionnent lentement. Alors, c'est très important de savoir à quoi on peut s'attendre pour ne pas se faire de faux espoirs et devenir découragé. C'est important aussi d'être au courant des effets secondaires. Il n'y a aucun traitement qui n'a aucun effet secondaire. Je sais qu'il y a eu un autre séminaire sur le COVID-19 et le psoriasis, et ça a sûrement affecté mes patients qui ont le psoriasis. Ils se sont demandé, est-ce que je peux continuer mon traitement pendant la pandémie? Est-ce que ça va me rendre plus susceptible à la COVID? Et aussi, l'anxiété supplémentaire et le stress supplémentaire que cette pandémie a causé a exacerbé certaines maladies chroniques. On n'aime pas avoir des médicaments qui diminuent le système immunitaire, mais heureusement, les médicaments qu'on a aujourd'hui, tous les médicaments qu'on utilise, avec les doses qu'on utilise, sont très, très sûrs. On a un algorithme sur ceux qui ont le moins de risques et on fait attention à ceux qui pourraient peut-être présenter plus de risques. Alors, on a parlé des différents types de thérapies, les agents topiques, la photothérapie et les médicaments organiques, y compris les produits biologiques. Certains des exemples de certaines thérapies topiques sont ici. Les stéroïdes topiques, la plupart des gens ont déjà pris ça. Il y a plusieurs formes différentes. Il faut parler à votre dermatologue des différentes formes. Les corticostéroïdes, il y a des crèmes, des onguents, des gels, des huiles, il y a presque toutes les formulations. Il s'agit de choisir celui qui vous convient le mieux. On a d'excellents produits de combinaison aussi. Alors là, maintenant, il y a là aussi la photothérapie. À cause de la pandémie, le nombre de patients qui peuvent aller en photothérapie est réduit actuellement, mais ça ralentit la croissance de ces cellules et ça traite les plaques très rapidement. Et le temps qu'on utilise est assez limité. Et pour les agents systémiques, on en a parlé déjà. Dans les pilules, des injections, et c'est rare qu'on utilise les perfusions de nos jours pour le psoriasis. Alors, nous avons parlé de ces différentes cibles pour les médicaments biologiques. C'est le TNF-alpha, le IL-23, le IL-17, le IL-23. Il y a toutes ces options différentes qui existent actuellement et ils ont tous un créneau particulier. Et ce que je fais avec mes patients, c'est que je choisis quelques médicaments biologiques qui seraient, à mon avis, les meilleurs pour leur type de psoriasis et leur maladie. Et ensuite, on a une conversation pour savoir lequel ils préfèrent en fonction de leurs besoins, de leurs préférences, de leurs horaires. Il y a des gens qui aiment des traitements qu'on a seulement une fois tous les 3 mois. C'est formidable. Pour eux, ils trouvent que c'est plus important. Autrement, ils oublient. Alors, soyez informés à propos de votre psoriasis. Utilisez les connaissances de votre médecin pour mieux communiquer. Ayez des attentes réalistes aussi. Souvenez-vous que il n'existe pas encore de remède, mais ne supposez pas qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, même si vous avez essayé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et nous, on est prêts à vous aider au Centre de dermatologie canadien près de Don Mills. Mais la plupart des dermatologues aiment beaucoup traiter le psoriasis maintenant parce qu'il y a beaucoup de bonnes options. Et j'aime traiter parce que je vois la différence que ça fait dans la qualité de vie des gens et dans leur santé mentale quand on contrôle cette maladie. Et on peut vraiment contrôler cette maladie avec le bon traitement. Alors, on a déjà regardé un peu les comorbidités. On sait que le psoriasis est associé avec tout ce qui peut causer de l'inflammation, l'uvéite, maladie cardiovasculaire, le MPOC, le rhumatisme psoriasique, la dépression, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, la maladie de Crohn. Ce sont toutes des maladies associées, des comorbidités avec inflammation. Et on sait aussi que lorsque les gens ont du psoriasis, ça a un impact sur la qualité de vie qui est le même que beaucoup d'autres maladies chroniques, comme la maladie cardiaque ou le diabète. Ça a le même genre d'impact négatif. Alors, c'est très important de savoir, c'est plus qu'une maladie de la peau. Et souvent, ça va en cycle aussi. Et il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu. Est-ce que la psoriasis peut causer la dépression ou ça en fait partie peut-être?
Ou est-ce que c'est peut-être qu'à cause de cette inflammation accrue, vous avez plus de signaux dans votre peau et vous avez plus d'IL-17 qui peut contribuer, juste d'un point de vue chimique, à certains effets secondaires. Alors, c'est un domaine de recherche très intéressant et il y a de plus en plus d'informations qui sortent là-dessus. Mais toute une combinaison de facteurs, j'en suis sûr. Il y a les impacts physiques, mais il y a aussi les impacts psychologiques du psoriasis, un impact social, sexuel aussi. Donc, on ne parle pas souvent des impacts sexuels. Et souvent, le psoriasis dans la région génitale, c'est souvent là qu'il se trouve. Et c'est quelque chose qui est très difficile et gênant de parler. Et il faut ouvrir cela. Et il y a des traitements spécifiques qu'on peut utiliser dans ces régions du corps aussi. Et ça peut diminuer la productivité au travail aussi. Ça peut, vous avez peut-être plus de difficultés à trouver un emploi aussi. Je vois des changements dans tous ces domaines, qui impliquent la qualité de vie lorsque la maladie est bien prise en charge et contrôlée. Toutes les maladies, je traite souvent mes patients sévères. C'est une des plus belles histoires de vie que je vois dans ma pratique. Non, on ne peut pas suffisamment insister que ça vaut la peine de prendre un traitement parce qu'il y a des options vraiment utiles. Donc, pour maintenant parler un petit peu, plus de la moitié des patients qui ont le psoriasis ou plus, en fin de mon pratique, indiquent une image de soi négative, une honte, une frustration, on se sent peu attrayant. Et un très petit pourcentage disent qu'ils ne s'inquiètent pas de leur image corporelle. Et la plupart des gens à qui je donne un questionnaire sur 30, la plupart des gens ont des scores très élevés là-dessus. Et les risques de santé mentale sont assez importants, dépression, anxiété et même des idéations suicidaires arrivent quelquefois chez certains patients. Alors, une des choses qu'on aime faire, c'est de trouver des façons de soutenir nos patients, de les appuyer, trouver des professionnels comme Leslie qui va vous parler des personnels qui font de grandes différences, dépister toutes ces conditions associées et essayer de voir les membres de la famille qui ont pu avoir ça. Et essayer d'encourager les gens de partager. C'est difficile pendant une pandémie de partager, avoir tous ces rendez-vous, même les rendez-vous paramédicaux, etc. C'est difficile de les obtenir. Mais connaissez vos fournisseurs et partagez de l'information avec votre fournisseur de soins de santé pour qu'il puisse trouver le meilleur traitement pour vous. Et si vous avez de la difficulté avec une préoccupation de santé mentale et des stresseurs, dites-le à votre médecin aussi parce qu'ils ont des ressources qui peuvent vous aider. Et certainement, par votre organisation, votre réseau canadien sur le psoriasis, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider. Mais une des choses que je trouve très importante, c'est que souvent, lorsque la maladie est bien contrôlée, beaucoup de ces choses-là s'améliorent. Et c'est vraiment stupéfiant de le voir ça. Voilà, c'est la fin de ma présentation aujourd'hui. Je pense que j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais je pense qu'on a couvert tous les points. J'ai laissé tomber quelques-uns et on va accepter les questions à la fin. Merci beaucoup, Dr. Ahluwalia. Vous avez fait un très, très beau travail. Il y a eu un petit peu de retard au début dans les diapositives. Merci de votre flexibilité, malgré ces difficultés techniques virtuelles. Je pense que j'ai beaucoup aimé la remarque que vous avez faite quand vous avez dit, peu importe la gravité nécessairement, quelquefois juste une petite plaque, une petite quantité de psoriasis peut causer beaucoup de détresse chez les gens. Oui, je voulais absolument souligner cela. J'ai beaucoup aimé cette remarque. Et merci beaucoup de nous avoir partagé toutes les options qui existent pour que les gens sachent qu'il y a des options. Merci à nouveau. Et maintenant, je vais passer la parole à notre prochaine présentatrice, Leslie Molnar, qui est travailleuse sociale autorisée. Je vais donner un petit peu de données sur Leslie avant de lui passer l'écran. Leslie Molnar est une travailleuse sociale clinique et thérapeute, travaille en psychiatrie générale, santé mentale et programmes de médecine dans les services de traitement qui fournissent des aides à des problèmes mentaux qui sont secondaires à certaines autres maladies.
Leslie offre de la psychothérapie individuelle et dirige des groupes de dépression et d'anxiété pour des gens qui ont des syndromes de SSPT, syndrome post-traumatique. De plus, Leslie soigne des individus à ses services, à sa clinique de médecine, et fournit de la psychothérapie et des expériences de groupe à des patients qui ont de la difficulté avec des troubles d'utilisation de substances et des problèmes mentaux. Dans les soins, elle connaît beaucoup d'interventions thérapeutiques, y compris la psychothérapie relationnelle, la DBT, la prévention des rechutes, les PTN et l'IFS. Elle est passionnée. Quand je travaille avec des individus, elle veut surmonter les barrières d'équité. Et c'est mon plaisir maintenant de donner la parole à Leslie. Et merci de nous permettre de sauter dans ce sujet si important. Merci beaucoup, Antonella. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir et je suis enthousiasmé de pouvoir partager et apporter plus d'informations à des enjeux qui peuvent être importants pour nos auditeurs quand ils veulent gérer leurs problèmes de santé mentale associés à leur psoriasis. J'ai beaucoup apprécié l'information que vous nous avez donnée, Dr. Ahluwalia, et nous allons maintenant approfondir notre discussion avec une perspective davantage centrée sur la santé mentale. Et je regarde aussi, j'ai hâte d'entendre aussi la perspective de Jessica pour nous expliquer un petit peu ce sujet très important. Vous allez m'entendre dire le mot « next » parce que je vais demander à Marianne de bien vouloir avancer les diapos pour moi. Merci beaucoup. Next. Suivante. Alors, voici mes conflits d'intérêts. J'ai été à une conférence des dermatologues. J'ai été conférencière principale pour les maladies de la peau et la santé mentale. Merci. Voici mon ordre du jour pour ce segment. Je vais souligner la prévalence des problèmes de santé mentale chez les patients atteints de maladies cutanées, en particulier la psoriasis. On va parler des répercussions des maladies, parler du rôle du patient pour l'accès au traitement, fournir aux patients des éléments de réflexion sur la façon de prendre en charge les problèmes de santé mentale et discuter des stratégies de réduction du stress. Bien qu'il ne constitue pas un danger pour la vie elle-même, le psoriasis ainsi que d'autres maladies de la peau peut gravement compromettre la qualité de vie. Ici, voici quelques statistiques que le Dr. Ahluwalia nous en a données, moi aussi, mais selon l'Association canadienne de dermatologie, environ 125 millions de personnes dans le monde sont affectées par le psoriasis. Et nous savons que le psoriasis augmente le risque de développer d'autres types de comorbidités. Et ça a été discuté aussi. Et la prévalence des troubles psychiatriques, 25 à 43 des patients ont des troubles dépressifs et des troubles anxieux. Ce sont les deux plus communs. Et le fardeau du psoriasis est souvent sous-estimé par rapport à d'autres maladies chroniques. On ne le voit peut-être pas aussi sérieux parce que ça ne menace pas autant la vie. Donc, c'est méconnu. J'aimerais maintenant passer à une discussion de l'intersection entre les maladies cutanées et la santé mentale d'un point de vue psychodermatologique. Alors, qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf? Alors, il y a 4 possibilités que je vais décrire brièvement. C'est que le problème de santé mentale se manifeste comme une maladie cutanée ou le problème de la peau et la santé mentale est causé par un traitement médical. Le traitement de la peau peut augmenter les problèmes de peau ou la santé mentale peut exacerber les problèmes cutanés. Je vais parler de ces 4 possibilités. Quand ça se manifeste, c'est une situation où c'est le trouble psychologique qui est primaire et qui se manifeste dans un trouble cutané. Les gens vont se présenter à un dermatologue, ils vont se plaindre à propos de la peau ou de leurs cheveux. Un exemple, ce sont des patients qui croient qu'ils sont infestés d'organismes vivants ou des gens qui s'arrachent les cheveux ou qui se grattent la peau de façon exagérée ou qui font trop de bronzage. Il y a aussi un autre cas où c'est le traitement qui cause des problèmes cutanés ou des problèmes de santé mentale. Par exemple, le lithium qui est utilisé pour la maladie bipolaire, ça peut exacerber le psoriasis. Il y a aussi certaines médications dermatologiques qui peuvent précipiter des conditions comme de la dépression ou de la manie. D'autres médicaments comme la prednisone peuvent interférer avec le sommeil, provoquer de l'anxiété et tenir les gens éveillés, même causer de la dépression. Ici, c'est lorsque le problème cutané engendre un problème de santé mentale et précipite le problème de santé mentale. Ça, on voit une connexion entre le stress et la maladie cutanée. Et le stress dans notre peau, comme un traumatisme, une pression,
infection bactérienne ou virale ou un médicament peut exacerber le problème de peau. Ce sont des déclencheurs possibles. Et le stress est associé au déclenchement du premier épisode chez 44 des patients. Et les crises récurrentes sont attribuées au stress jusqu'à 80 des patients. Donc, dans ce domaine, on voit que là, il y a des troubles de santé mentale qui peuvent augmenter le problème cutané. On appelle ça des troubles cutanés dus au stress ou induits par le stress, avec des effets psychophysiologiques. Il est bien établi. Il y a des relations bien établies entre le stress et l'exacerbation du psoriasis. Et selon Giapponi et leur guide sur les troubles psychocutanés, le stress est lié au psoriasis chez 43 des patients. Comme exemple, le trouble de stress post-traumatique, qui vient de stresseurs très graves, ça peut être associé avec une exacerbation du psoriasis, par exemple. Alors, maintenant, cette diapo se demande quel est le lien entre la dépression et le psoriasis. Eh bien, le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau, on le sait, hein, par vous-même, je crois que vous le savez déjà. Il y a des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires chez les patients qui souffrent de dépression. Et généralement, il n'y a pas de maladie inflammatoire, mais il y a beaucoup de cytokines inflammatoires pourtant. Alors, cette connexion entre une situation inflammatoire sans maladie cutanée, il y a une relation donc bidirectionnelle. À mesure que le psoriasis s'aggrave, ça peut mener à un accroissement de la dépression et vice-versa. Et une augmentation des exacerbations du psoriasis est souvent corrélée avec une poussée de stress et de symptômes dépressifs. J'ai nommé ici certaines études et les gens qui ont de la dépression interprètent souvent leur environnement de façon altérée à cause d'une distorsion cognitive et ils perçoivent qu'il manque de soutien social. Ça correspond à l'étude dont on a parlé plus tôt qui dit qu'une augmentation de l'anxiété et de la colère est directement corrélée avec les niveaux sériques de cytokines inflammatoires et de réponses inflammatoires qui se montrent moins souvent chez les gens qui sont plus calmes et sereins. Alors, ça dépend souvent de stresseurs. Ce diagramme circulaire illustre la relation entre le stress et les maladies de la peau. Et il n'est pas surprenant que le cerveau influence le corps et que le corps influence le cerveau. La peau, c'est un organe principal pour communication avec le monde extérieur, qui est une défense et qui contient beaucoup de systèmes de rétroaction avec le cerveau. Et notre connexion avec notre système nerveux, c'est une hormone de stress. On sait que les hormones de stress sont des modulateurs immunes. Donc, le stress et l'anxiété peuvent contribuer à empirer une maladie inflammatoire à cause du circuit de la glande pituitaire avec le système nerveux sympathique qui entre en hyperactivité. Alors, ici, parlons des répercussions, parlons des impacts. La qualité de vie d'un patient est affectée sinon autant ou sinon davantage que celle des patients atteints d'autres maladies chroniques. Et le docteur Alwalia a parlé un peu de ces impacts psychologiques. Je ne vais pas donner beaucoup de détails là-dessus. Les impacts psychologiques, c'est là où les comportements d'évitement peuvent commencer à se développer, comme le retrait ou l'isolation. Les gens ont souvent ce sentiment qui sont impuissants, embarrassés, gênés. 80% des patients en dermatologie indiquent un aspect psychologique de la maladie cutanée qui est une grande composante de leur maladie. Et il y a un certain degré de stress lié à l'anticipation de la perception que les autres auront des lésions dues au psoriasis. Et c'est le plus grand facteur de prédiction d'invalidité chez ces patients. Il est important pour les dermatologues de surveiller l'état psychologique de leurs patients, quelle que soit la gravité de leur maladie. Les impacts sociaux peuvent être socialement dévastateurs, considérables et très invalidants. C'est visible. Ça peut être sur la main, par exemple. Les gens connaissent beaucoup de sentiments de gêne, de perte de confiance, de rejet, de retrait social. C'est différentes façons dont ça peut toucher une personne. Et les gens, souvent, ont une incompréhension des autres et l'ignorance des autres
leur nuit. Docteur Ahluwalia en a parlé d'ailleurs, cette idée qu'on peut attraper ces plaques, on peut attraper cette maladie, alors que ça stigmatise les patients, alors que c'est tout à fait faux. Il y a une étude de Ginsberg et Link qui a révélé que 19% des patients ont déclaré avoir été invités à quitter le salon de coiffure, les piscines ou une salle de sport. Impact professionnel sont nombreux aussi. Il y a l'absentéisme, difficulté à travailler, aussi les gens qui travaillent pendant la maladie, ce qui nuit à leur productivité, qui contribue donc à une baisse de la productivité. Et d'un point de vue des États-Unis, ça entraîne 2 milliards de dollars de coûts, 10 milliards de dollars de coûts indirects. C'est une étude qui a été faite sur 369 patients qui avaient un psoriasis grave. 59,3% avaient perdu en moyenne 26 jours dans l'année. Et il y a aussi des coûts indirects causés par cette maladie. Si on regarde les relations interpersonnelles, une étude a révélé que les membres de la famille et les partenaires, les conjoints, doivent consacrer plus de temps aux tâches ménagères et ils ressentent une pression psychologique accrue à cause de la gêne et du temps nécessaire pour aider à prendre soin de la personne atteinte. 37% des membres de la famille ont signalé une détérioration de leur relation avec le patient. Et le docteur Ahluwalia a parlé aussi des troubles sexuels, les déficiences sexuelles ou les difficultés pour certains patients de parler de ce qui se passe dans leurs relations sexuelles ou dans leur capacité dans ce domaine. C'est très difficile de parler de ces choses-là. Une étude menée auprès de 936 patients a révélé que 35% ont rapporté des difficultés résultant du psoriasis, donc un tiers. Même après une amélioration clinique, un patient sur trois dit que les problèmes continuent. Prochaine diapo. Donc, j'ai parlé avec plusieurs maladies chroniques. Il y a une prévalence quand même de pensées suicidaires. Donc, on va parler du suicide ici. On reconnaît que plusieurs comorbidités autres que le suicide sont là pour les patients qui ont le psoriasis. Et il faut reconnaître qu'il y a un risque de santé mentale pour certains patients et qui suggère une difficulté de faire face. Et il a été énoncé que 7,2% des patients atteints de psoriasis grave ont des pensées suicidaires. Alors que dans les patients en médecine générale, on seulement 2 à 3% d'idées suicidaires. Cependant, une étude faite en 2018 par Parisi et autres a regardé une cohorte de patients de 1998 à 2014 et a conclu que le risque de suicide est peut-être plus élevé à cause de la prévalence de maladies mentales chez les gens qui ont le psoriasis. Mais le psoriasis ne semble pas être associé avec un risque accru de suicide. Alors, il y a différentes idées, différentes opinions sur ce sujet. Et juste pour le dire ici, les idées suicidaires sont quand même assez courantes dans plusieurs maladies de santé, plusieurs problèmes de santé mentale, il faut le dire. Mais que faire si vous vous sentez suicidaire? Sachez que vous n'êtes pas seul. Plusieurs ont déjà eu ces pensées, ces idées. Parlez à quelqu'un à qui vous avez confiance, des membres de la famille ou de vos amis, et parlez à votre équipe médicale, votre médecin de famille, votre dermatologue, demandez l'aide d'un fournisseur de soins de santé mentale. Dites-leur comment vous vous sentez. Sachez que vos sentiments ne sont pas permanents, même si vous pensez qu'ils le sont. Restez en contact avec quelqu'un et rendez-vous à un service d'urgence le plus proche ou appelez 911 si vous vous sentez vraiment là très mal. Et quoi dire? Si vous êtes devant votre dermatologue, par exemple, dites-leur à propos de vos pensées. Dites-leur ces pensées que vous avez en tête. Dites-leur explicitement que vous pensez au suicide. Mais écrivez-le si vous avez de la difficulté à y penser. Si vous avez un plan de suicide, dites votre plan. Partagez les détails de votre plan de suicide. Le dermatologue est là pour vous aider à trouver un plan et vous connecter avec quelqu'un qui peut vous aider comme un conseiller, un thérapeute, un prestataire sur un service de santé mentale. Alors, quelles sont les considérations lorsqu'on fait l'évaluation? Je veux insister que la relation que vous avez avec votre dermatologue est fondamentale pour votre rétablissement. Votre médecin est le mieux placé pour vous aider. Plus vous pouvez parler de vos besoins à votre médecin,
plus il sera en mesure de vous aider et plus il pourra vous soutenir dans ses besoins. Quelques principes généraux maintenant que vous pouvez considérer lorsque vous parlez à votre dermatologue, par exemple. Partagez des informations à votre sujet, même si c'est difficile à parler, écrivez-le si c'est trop difficile. Si vous en souvenez pas, écrivez-le et écrivez vos questions à l'avance. Éducation. Posez beaucoup de questions sur votre maladie. Quel type de psoriasis est-ce que j'ai? Quelle est la prise en charge? Quel est le pronostic? Vérifiez les informations que vous avez entendues sur la maladie. Demandez des brochures, des documents, des ressources dans la communauté, des sites web. Faites votre propre recherche. Lisez des études récentes aussi. Pensez aussi à la gestion du stress. Parlez de votre stress. Interrogez-vous sur les effets de celui-ci sur votre psoriasis. Demandez des ressources concernant les stratégies et techniques pour réduire le stress. Et demandez une référence à un professionnel de la santé mentale comme un travailleur social, un psychologue ou un psychiatre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une évaluation de problème de santé mentale? Vous vous posez la question, votre fournisseur de soins de santé va peut-être vous poser des questions. Est-ce que c'est un nouveau sentiment que vous avez? Comment vous sentiez-vous avant que vous ayez votre maladie de la peau? Avez-vous des antécédents de symptômes psychiatriques? Est-ce qu'il y a des cas dans votre famille? Avez-vous des antécédents familiaux de dépression ou d'anxiété? Comment composez-vous avec votre humeur? Est-ce que votre humeur est variable, votre anxiété? Et avez-vous des antécédents de traumatisme interpersonnel? Alors, votre dermatologue peut vous suggérer de consulter un psychiatre pour une évaluation plus approfondie, pour voir ce qui se passe. Les outils de dépistage, maintenant. J'aimerais dire quelque chose ici, j'en dirai pas beaucoup parce que le docteur Aloualia en a déjà parlé. Il a parlé d'utiliser certains tests de dépistage et regardez particulièrement l'impact sur votre qualité de vie en fonction de votre expérience. Et ces échelles peuvent aider et voir s'il y a certains changements qui se sont produits dans votre qualité de vie ou des résultats qui pourront valider ce que vous ressentez à propos du processus de rétablissement. Conseils pour un soutien continu. J'ai mis des conseils pour les médecins et pour les patients, mais parlons des patients. Chaque fois que vous consultez votre médecin, faites-lui savoir comment vous vous sentez. Parlez-lui de vos pensées suicidaires si vous en avez. Parlez-lui. Faites-lui savoir comment vous faites face à votre maladie, comment vous gérez ça. Partagez vos commentaires sur les médicaments qu'on vous a prescrits et continuez constamment à poser des questions sur les traitements qui peuvent être offerts. Donc, les médicaments. Il y a de la psychopharmacologie pour la dépression et l'anxiété. Vous pouvez poser des questions à votre médecin là-dessus. Une thérapie, je vais en parler. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale, le TCC, la pleine conscience pour la réduction du stress ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, ce sont les trois principaux types de thérapies qui sont très, très courants. J'aimerais que la TCC, en complément de la photothérapie, permet un contrôle meilleur et plus rapide du psoriasis par rapport à la photothérapie seule. Alors, si vous prenez la photothérapie, prenez aussi une thérapie cognitivo-comportementale. Il y a une étude sur 40 patients qui ont pris cette thérapie de comportement. Il y a eu une réduction significative des scores de l'indice de gravité de la surface du psoriasis après 6 mois de suivi. Et 64% des patients ont obtenu une disparition des symptômes de psoriasis, 75% après 6 mois de suivi, contre seulement 23% en groupe témoin. C'est très significatif. Et la thérapie est plus efficace pour les personnes qui n'ont pas de problème de toxicomanie et qui ne sont pas suicidaires et qui ne sont pas psychotiques. Voici quelques considérations sur la COVID. Vous savez que les possibilités de soins sont devenues plus limitées à cause de la pandémie, les services qui ont fermé, il y a des changements dans les plans de traitement. On ne peut pas toujours consulter en personne. Ça prend des efforts supplémentaires pour réduire votre stress. Et maintenant que l'hiver approche, on a moins accès à l'extérieur, on a moins d'activité extérieure, on a moins de soleil, donc moins d'activité physique. Je voulais juste identifier ici 2 ou 3 choses que la Fondation nationale du psoriasis a identifiées avec des données qui suggèrent que les traitements du psoriasis et de l'arthrite psoriatique n'altèrent pas le risque d'avoir plus de COVID ou d'attraper plus facilement la COVID. Je voulais ici simplement nommer quelques petits points qu'Antonella a mentionnés au début. C'est ce sondage qui a eu lieu.
et ça mentionne qu'un répondant sur deux ont noté que la santé mentale avait empiré ou avait gravement empiré avec la COVID-19, avec l'isolation, dépression, désespoir à 31 29 ont dû avoir accès à du soutien en santé mentale. On a besoin de beaucoup plus de soutien en santé mentale pour les personnes qui luttent avec le psoriasis et les problèmes concomitants de santé mentale. J'ai identifié ici certaines stratégies. Vous utilisez peut-être déjà certaines de ces stratégies pour gérer votre psoriasis. Ce sont des choses qu'on sait qui sont bonnes pour les patients. L'exercice physique, l'alimentation adéquate, surveillance de la consommation de certaines substances, méditation, tai chi, yoga, etc. Cherchez du soutien, utilisez des ressources qui vous sont offertes et sensibilisez-vous à votre propre maladie et approfondissez vos connaissances. Alors, pour l'amour, ne vous isolez pas dans votre souffrance. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens pour vous aider. Les besoins des patients découlent de la maladie elle-même, des effets de la maladie sur la vie du patient et aussi du processus de soins. Un message clé ici, surtout pour les patients, soyez aussi ouverts que possible sur la façon dont vous faites face à votre maladie. Soyez honnête en ce qui concerne votre consommation de substances. Parlez des substances, parlez de vos pensées suicidaires, posez des questions et acceptez des références pour obtenir de l'aide. Ça va être utile. Et restez connectés. J'ai ajouté certaines ressources ici. Je suis sûr que ces diapositives seront disponibles. Vous pourrez référer à ces ressources. Vous en connaissez peut-être déjà plusieurs. Finalement, je vous donne aussi une diapositive de référence. J'aimerais vous remercier tous de votre attention à ma discussion de la santé mentale et du psoriasis. Merci. Et je vais maintenant prendre les questions. Merci beaucoup, Leslie. Je pense que vous avez donné vraiment la saveur de ce que les gens doivent savoir. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous parliez directement aux gens parce que nous savons que ça prend beaucoup de courage. C'est une maladie chronique et la santé mentale des gens peut aussi fluctuer. Alors, on est heureux ici au Réseau canadien du psoriasis d'avoir des gens comme vous qui nous donnent beaucoup d'informations qu'on va mettre sur notre site web. Et une chose rapide que j'ai mentionnée au début, je vais le faire avant de vous présenter Jessica, c'est qu'une des choses qui peut vous aider, c'est de mettre sur pied un pivot d'information pour les patients pendant la COVID-19. Et maintenant, je vais vous le montrer un peu. Il y a d'excellentes ressources virtuelles parce qu'on sait que les gens ont beaucoup de soutien en santé mentale et ce soutien a diminué à cause de la pandémie. Merci beaucoup. Et maintenant, je suis très heureuse de passer la parole à Jessica Joly pour une brève présentation de son expérience parce que c'est toujours bien de revenir à une personne. Et Jessica, vous êtes avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes une patiente. Et Jessica est une excellente membre du conseil du RPC. Réseau RCP, elle vit à Montréal. Elle a été diagnostiquée en 2009 comme ayant le psoriasis. Et c'est sûr qu'elle a eu de la difficulté. Elle veut partager son histoire et son témoignage. Jessica, j'apprécie beaucoup que vous soyez avec nous pour partager un peu votre histoire. Vous êtes en sourdine, Jessica. Vous avez raison, je m'étais mis en sourdine. Merci, Antonella. Alors, oui, je parlais un peu de moi-même et de mon cheminement avec le psoriasis. J'ai été diagnostiqué officiellement en 2009, mais je pense vraiment que ça a commencé bien avant ça. Quand j'étais adolescente, quand j'avais 13 ans, en fait, j'avais une peau très, très sèche, un cuir chevelu très sec. Et mon grand-père avait le psoriasis. Ma mère ne l'avait pas, mais c'est des maladies auto-immunes, hein, vous savez. Elle avait une autre maladie auto-immune. Mais je pense vraiment qu'il prenait du shampoing, là, des caisses de shampoing. Il nous en donnait quelques... Des shampoings au goudron qui ne sentaient pas très bien. Je trouvais ça gênant quand j'étais enfant de prendre ces shampoings au goudron qui sentaient fort. Alors, j'avais un cuir chevelu très sec. Mais en 2009, j'ai eu un gros accident d'automobile, une collision. Et en un mois, j'ai eu ma première plaque sur le derrière d'un mollet. Et au cours des prochains mois, ça a augmenté.
je me suis ramassé avec un cas très sévère de psoriasis. J'en avais dans les nez, dans les oreilles. Le seul endroit où je n'avais pas, c'était sur le visage lui-même, mais j'en avais sur la poitrine. Je n'avais pas dans les articulations, mais partout ailleurs, je l'avais. Et je disais à mon mari que j'aimerais que l'assurance maladie couvre le coût d'aller à Cuba, parce que chaque fois que j'allais à Cuba, je m'améliorais un peu, parce que à cause du sel, du soleil, et ça aidait. Mais je ne pense pas que le gouvernement serait d'accord pour me payer un voyage à Cuba. Mais ça a pris 6 ans pour que je trouve de bons traitements. Et à ce moment-là, j'avais développé de l'arthrite psoriasique. Alors, j'étais désespéré, je voulais vraiment de l'aide. Je suis allé voir un rhumatologue qui travaillait avec mon dermatologue. Ils étaient allés à l'école ensemble. Alors, j'ai eu la chance que les deux ont travaillé ensemble pour trouver des solutions pour moi. Et en novembre 2015, j'étais sur un produit biologique avec, comme la docteure Aloualia l'a dit, ça change la vie. En quelques mois à peine, mon psoriasis s'était tellement amélioré. Et pendant la période pire, là, ça m'a affecté émotionnellement. Parce que d'habitude, je suis une personne qui a beaucoup de confiance en soi. Hein. Je suis très extroverti. Mais j'avais tendance à m'isoler un peu plus. Parce que, vous avez raison, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le psoriasis, ils peuvent penser que c'est comme la lèpre. Hein? Quand ils voient ça, ces grosses écailles sur ta peau, ils sautent à la conclusion. Je pensais que même certains de mes amis proches essayaient de m'éviter, vous savez. Alors, quand j'allais en camping avec ma famille, on ne me permettait pas de nager dans la piscine parce que ils ne voulaient pas des blessures ouvertes dans la piscine. C'est toutes des choses comme ça. Vous objectez à ça, surtout après quelques années. Vous commencez à perdre la confiance, ça vous affecte. Et l'aspect physique de faire tomber des écailles un peu partout dans la maison, dans l'auto, j'étais très gêné d'aller dans une auto de quelqu'un d'autre. Même dans ma propre auto, j'avais l'impression que je laissais de la neige de pellicule derrière moi, de mes écailles. Alors, c'était très dur émotionnellement, mais j'ai un très bon médecin de famille. Et même aujourd'hui, je suis sur un petit antidépresseur léger, ce qui m'a beaucoup aidé. Et c'est bien si vous pouvez trouver des médecins qui travaillent ensemble, qui collaborent pour... qui aiment ça, travailler ensemble. Et mon médecin de famille connaît mon rhumatologue, il connaît ma dermatologue, les trois communiquent et ils en arrivent avec des solutions globales qui m'aident. Alors maintenant, en 2020, le produit biologique que je prends affecte mon système immunitaire et je sais que je vais devoir... j'ai l'impression que je suis à haut risque comme personne d'aller en public. J'ai l'impression. Je porte 2 masques, moi. Un par-dessus l'autre. Je lave constamment mes mains. Mon mari a eu une chirurgie au poumon en février. Alors lui aussi, il est à risque. Alors, on n'y va pas ensemble. On prend notre tour, chacun notre tour pour sortir. Mais si vous pouvez trouver des médecins qui travaillent ensemble, c'est la meilleure solution. Je suis très chanceuse d'avoir ça. Et toute personne qui souffre, allez voir un médecin, allez voir un dermatologue, allez voir un travailleur social, un thérapeute, si vous avez besoin d'en parler. Il y a de l'espoir. Vous savez, je n'avais pas beaucoup d'espoir il y a 2 ans. Mais je vois maintenant que ça peut être pris en charge. Mais certains cancers, aujourd'hui, on peut vivre longtemps tant qu'ils sont pris en charge, tant qu'ils sont bien gérés. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Jessica, merci beaucoup. Comme je te connais, je sais à quel point tu es authentique, réel et véridique. C'est beaucoup d'entendre votre partage d'expérience et nous dire que vous n'étiez pas toujours, vous êtes capable de revenir et de partager maintenant votre histoire. Merci beaucoup. J'ai des questions que je vais poser à tout le monde.
et nous pourrons avoir peut-être juste quelques minutes qui nous restent. Je veux simplement rappeler aux gens ici que nous avons certaines questions prédéterminées. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser à nos conférencières, envoyez-nous-les par courriel. Par la suite, on fera de notre mieux pour les mettre sur l'enregistrement sur le site ou vous répondre par courriel. Alors, on espère que vous aurez la chance de faire ça. Je pourrais commencer par une question d'abord pour Leslie, parce que vous avez parlé du fait que avoir accès, c'est difficile d'avoir accès à des services de santé mentale quelquefois, du soutien en santé mentale, même si on encourage les gens à le faire s'ils en ont besoin, mais n'importe quel service de santé mentale, ça peut être long, surtout si on doit payer de notre poche. Et comment on peut avoir de l'aide rapidement si on n'a pas d'assurance privée? Merci, Antonella. Ne pas avoir d'assurance privée, et ça peut limiter. Demandez à votre médecin de famille une référence. Ça peut aider. Demandez une référence de votre dermatologue ou de votre médecin de famille. Peut-être que le médecin de famille est dans une équipe, un centre d'équipe dans une clinique, ou peut-être qu'il a accès à un psychiatre qui va à sa clinique, son groupe de médecins de famille, peut-être. C'est une façon de faire les choses. Si vous voyez votre dermatologue en milieu hospitalier, il peut peut-être vous référer au département de santé mentale de l'hôpital ou à des groupes comme les groupes de CVT, par exemple, de thérapie cognitivo-comportementale, le TCC. Il y a plusieurs groupes de soutien disponibles dans la communauté. À Toronto, là, je sais, c'est là où je suis, là où je connais plus pour Toronto. Ce sont des centres qui sont utiles pour plusieurs personnes il y a l'Association des troubles mentaux de l'Ontario, par exemple. C'est des thérapies. Il y a des thérapies à faible coût dans le privé. Vous pouvez vérifier sur des moteurs de recherche. Il y a Affordable Therapy Network, par exemple. Il y a toute une échelle. Les gens déterminent. Malheureusement, les listes d'attente sont une réalité, particulièrement maintenant. Moi-même, je suis en pratique privée et mes collègues sont en pratique privée aussi et ils ont une grosse liste d'attente pour les services. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de demandes de services. L'Association de psychothérapie médicale du Canada a une liste de médecins psychothérapeutes. Vous pouvez leur demander cette liste. Et la plupart des fournisseurs de soins de santé offrent des services en ligne ou par téléphone. Donc, l'endroit où vous êtes, c'est plus aussi crucial parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aller à un rendez-vous. Alors, je sais que pour moi-même, en tant que travailleuse sociale, je suis limitée à l'Ontario. Je ne peux pas servir des gens à l'extérieur de l'Ontario, par exemple. Il y a quand même des limitations dues à la COVID. Merci beaucoup. Et ce lien que je vais envoyer à toutes les personnes enregistrées ou inscrites indique certaines options de soins qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Merci beaucoup, Nestlé. Et Dr. Aloualia, il y a une question qui est surgie 2 ou 3 fois. Dépistage de santé mentale comme l'anxiété et la dépression, est-ce que c'est une pratique courante en dermatologie? À quoi ça ressemble? Eh bien, Leslie, j'aimerais vous dire qu'il y a tellement de patients qu'on voit ont des problèmes de peau. Ils ont un impact profond sur leur qualité de vie et les patients qui ont le psoriasis sont parmi les principaux personnes les plus susceptibles de santé mentale. La plupart des dermatologues posent maintenant des questions, font du dépistage de santé mentale. C'est un dépistage général. Cependant, on n'a pas le temps de faire des enquêtes détaillées. C'est pour ça que les services paramédicaux sont si importants. Et une autre chose, c'est que je veux vraiment insister beaucoup, c'est que souvent, quand on a bien contrôlé ces maladies, l'impact positif que ça a sur votre qualité de vie est vraiment spectaculaire. Et les gens se portent, juste la façon dont les gens s'assoient dans la chaise, dans mon bureau, je vois qu'ils ont une grande amélioration. Ils ne regardent pas en arrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui les regarde ou s'ils n'ont pas laissé des pellicules sur la chaise. Alors, quelquefois, les gens grattent la chaise après avoir quitté, après la visite. Mais quand ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de ça, qu'ils ne s'inquiètent plus de leur maladie, on peut voir à quel point quelqu'un est libéré dans leur comportement, dans leur prestance, à quel point ils ont changé, comment ça leur fait du bien. Donc, c'est quelque chose qu'on dépiste, mais
de façon périphérique seulement. On pourrait faire un meilleur travail que ça, mais souvent, le temps est le facteur qui nous cause une contrainte. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais poser une question à Jessica. Ça peut être très difficile de parler de la santé mentale et de parler de ses sentiments, surtout dans une conversation très rapide avec votre médecin. Et avez-vous des conseils à donner pour d'autres personnes qui se sentent comme ils devraient parler à leur médecin de famille ou à leur dermatologue ou à une autre personne? Beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas de médecin de famille. Et j'aimerais suggérer qu'ils n'entrent pas dans une clinique, qu'ils aillent à une clinique ou qu'ils aillent à l'université. Et si vous sentez que vous avez besoin de ressources pour faire face à l'aspect émotionnel de votre maladie, parce que c'est très difficile de vivre ça seul, il y a aussi beaucoup de ressources en ligne qui peuvent aider. Et on se sent très isolé, on se sent très seul quand on souffre de quelque chose de si évident qui paraît tellement pour le monde entier. Et savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous comprend, qui vous entend. Moi, ayant rencontré le nombre de personnes que j'ai rencontrées avec le Réseau canadien sur le psoriasis, par exemple, ça a été une grande source de soutien pour moi parce que tous nos membres sont psoriatiques, ont le psoriasis. Hein? Donc, allez en ligne, allez sur un groupe de soutien en ligne. Et si vous avez besoin de soutien émotionnel, si vous n'avez pas de médecin de famille, allez dans un hôpital. Vous savez? Demandez de l'aide. Soyez votre propre avocat. Défendez vos droits. Merci, Jessica. Très, très, très bon point sur notre réseau, le RCP. On essaie de mettre beaucoup d'informations sur notre site et on a une section qui parle de comment vivre avec le psoriasis et il y a une page sur la santé mentale. Qui contacter, à qui pouvez-vous parler? Merci. Et maintenant, pour revenir à un aspect de ce que vous avez présenté, Dr. Alouaria, savons-nous les gens qui ont des comorbidités? Bon, Jessica, vous avez parlé de l'arthrite. Je sais qu'il y a d'autres comorbidités ou de maladies associées, si vous voulez. Est-ce que les gens qui ont des maladies associées sont à plus haut risque de problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression? Oui, certainement. Là, toutes ces maladies chroniques sont associées avec de l'anxiété et de la dépression. Et quand vous avez plus de facteurs en présence qui s'accumulent, ça peut avoir un impact plus profond. Mais c'est tellement difficile de parler de cela. Tout le monde est individu, tout le monde traite les choses différemment, tout le monde gère les choses différemment. Et dans ma pratique, c'est toujours au cas par cas. Quand on voit des gens qui n'ont pas de comorbidité et qui ont juste une maladie cutanée, et l'impact est très profond. Ensuite, vous voyez le contraire, quelquefois aussi. Et quelquefois, les gens disent que ça ne les touche pas parce qu'ils veulent présenter vivre la vie comme ça depuis 20 ans, 30 ans, qu'ils ont des maladies graves et beaucoup de comorbidités, mais ils le prennent. Mais ce n'est qu'après qu'ils ont été traités et rétrospectivement, ils reconnaissent parce que les gens portent un gros fardeau de maladie souvent, quotidiennement, sans bien traiter la chose et ne réalisent pas vraiment. C'est un excellent point. Et je vous remercie d'avoir partagé cela. Je pense que nous arrivons maintenant à la fin de notre temps. On pourrait parler beaucoup, on pourrait parler encore longtemps. Je suis sûr qu'on va le faire, qu'on va continuer ces conversations. Pour ceux qui se sont joints à nous ce soir, merci à nouveau. Nous espérons que vous avez appris quelque chose nouvelles et que vous avez été intéressé par certains des points. Et on est là sur cpn-rcp.com. Tout le monde peut avoir de l'information. Connaissez vos options. Connaissez où vous pouvez aller. Ça aide. Alors, on va être là pour ça. Vous pouvez vous connecter avec nous. On va vous envoyer une évaluation ainsi que certaines ressources par courriel. Alors, regardez ça demain. Cet événement sera enregistré en anglais et en français sur notre site web et vous pourrez le regarder si vous avez du temps pendant la pandémie. Et on apprécie beaucoup votre présence aujourd'hui. Merci encore une fois de vous être joint à nous, chère présentatrice. Merci, Antonella.
Et merci, Jessica, d'avoir partagé votre histoire. Votre témoignage était vraiment important. Merci. Mon plaisir. Je suis content que vous alliez bien maintenant. Merci. Au revoir tout le monde.